partie du tout dans tout. Un autre philosophe ne pouvait accepter l'idée qu'une substance première, comme l'eau par exemple, puisse se transformer en tout ce que nous voyons. Un certain Anaxagore, 500 à 428 devant Jésus-Christ. Lui non plus n'admettait pas l'idée que la terre, l'air, le feu et l'eau puissent devenir du sang des os. Selon lui, la nature est formée de minuscules morceaux invisibles à l'œil. Tout peut se diviser en parties encore plus petites, mais dans chacune d'elles, il y a une fraction du tout. Si la peau et les cheveux peuvent se transformer en autre chose, cela revient à dire qu'il y a de la peau et des cheveux dans le lait que nous buvons et la nourriture que nous mangeons. Quelques exemples modernes vont nous permettre mieux cerner la pensée d'Anaxagore. Avec la technique actuelle du laser, nous sommes capables de produire des hologrammes. Si un hologramme reproduit une voiture, par exemple, et qu'on détruise une partie de cet hologramme, nous verrons malgré tout une image de la voiture en entier. Mais si nous n'avons plus que la partie de l'hologramme qui représentait le pare-choc. Tout simplement que le motif entier est présent dans les moindres parties. Notre corps aussi est construit d'une certaine manière selon ce schéma. Si je détache une cellule d'un de mes doigts, celle-ci révélera l'état et la nature de ma peau, mais aussi ceux de mes yeux, la couleur de mes cheveux, le nombre et l'aspect extérieur de mes doigts, etc. Chaque cellule de mon corps détient les informations détaillées de la composition des autres cellules du corps. C'est bien une partie du tout que possède chaque cellule. La totalité est présente dans chaque partie, aussi infime soit-elle. Anaxagore appelait ces minuscules parties qui possédaient quelque chose de la totalité des graines ou des germes. Nous nous souvenons qu'Empédocle pensait que l'amour unissait les différentes parties pour former des corps entiers. Anaxagore lui aussi concevait une sorte de force qui structure et donne forme aux animaux, aux êtres humains, aux fleurs et aux arbres. Cette force, il l'appelait l'intellect ou encore l'intelligence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mon audience. Fais gaffe. Anaxagore nous intéresse à un autre titre. Il est le premier philosophe d'Athènes dont nous entendions parler. Certes, il venait d'Asie mineure, mais il s'installa à Athènes vers l'âge de 40 ans. On l'accusa d'athéisme et fut contraint de quitter la ville. Il avait, entre autres, osé prétendre que le soleil n'était pas un dieu, mais une pierre chauffée à blanc qui dépassait de loin en taille la presqu'île du Péloponnèse. Anaxagore était passionné d'astronomie. Il soutenait que tous les corps célestes étaient formés de la même matière que la Terre. Telle était la conclusion à laquelle il avait abouti après avoir examiné une météorite. C'est pourquoi il n'était pas exclu, selon lui, que des hommes vivent sur d'autres planètes. Il fit remarquer que la Lune ne s'éclairait pas toute seule, mais qu'elle recevait sa lumière de la Terre, et il expliqua par ailleurs les phénomènes des éclipses de soleil. Presque Anaxagore. Pas mal pour l'époque. PS, je te remercie de ton attention, Sophie. Tu seras sans doute amenée à relire ce chapitre plusieurs fois avant de bien le comprendre. Mais un tel résultat mérite bien qu'on se donne un peu de mal.
Tu n'apprécierais guère une amie qui serait incollable sur tous les sujets sans que cela lui ait coûté le moindre effort. Ou je me trompe? Il te faudra attendre jusqu'à demain pour avoir la réponse au problème de la substance unique et des transformations au sein de la nature. Tu feras aussi la connaissance de Démocrite. Je ne t'en dis pas plus. Sophie écarta légèrement les broussailles épaisses et grâce à cette petite ouverture jeta un coup d'œil dans le jardin. Il fallait qu'elle remette un peu d'ordre dans ses pensées après tout ce qu'elle avait lu. Prenez votre temps, mon audience, prenez votre temps. Il était clair comme de l'eau de roche que justement l'eau ne pouvait devenir autre chose que de la glace ou de la vapeur. Il était hors de question que l'eau puisse se transformer en pastèque, mais si de nombreuses langues l'appellent melon d'eau, car même une pastèque était composée d'autre chose que simplement de l'eau. Mais si elle en était si convaincue, n'était-ce pas parce qu'on lui avait dit? Aurait-elle vraiment su que la glace n'est que de l'eau si elle ne l'avait pas appris? N'aurait-elle pas dû sinon étudier très précisément le phénomène de l'eau qui commence par geler avant de fondre et de redevenir eau? Sophie essaya de penser par elle-même sans se référer à ce qu'elle avait appris. Parménide avait refusé de reconnaître toute forme de changement. Plus elle y réfléchissait, plus elle était obligée d'admettre qu'il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Son bon sens lui interdisait d'accepter l'idée que quelque chose puisse d'un coup devenir quelque chose de complètement différent. Il n'avait pas manqué de cran, car il avait été obligé de refuter dans le temps les phénomènes naturels que chacun pouvait constater par soi-même. Tout le monde avait dû se moquer de lui. Empédocle avait été assez astucieux pour affirmer que l'univers ne saurait être composé d'un seul, mais de plusieurs éléments. De cette façon, tout changement dans la nature était rendu possible sans pour autant transformer quoi que ce soit. Le vieux philosophe grec avait abouti à ses conclusions en raisonnant et en étudiant la nature, mais sans toutefois pouvoir se livrer à des analyses chimiques comme le font les scientifiques aujourd'hui. Sophie ne savait pas au juste si elle devait vraiment croire que la terre, l'air, le feu et l'eau étaient à l'origine de tout ce qui est créé dans la nature, mais au fond, quelle importance! Sur le principe, Empédocle ne s'était pas trompé. La seule possibilité que nous ayons d'accepter toutes les transformations que nos yeux perçoivent sans pour autant perdre le nord, c'est d'introduire plus d'une substance élémentaire. Sophie trouva que la philosophie, c'était vraiment génial, car elle pouvait suivre toutes ses idées avec sa propre raison, sans avoir besoin de se rappeler ce qu'elle avait appris en classe. Elle en vint à la conclusion que la philosophie n'était pas vraiment quelque chose qu'on peut apprendre, mais qu'on pouvait peut-être apprendre à penser de la manière philosophique. Et Sophie, tu as tout à fait raison. Bon travail.